On commence par cette image. Vous voyez les moutons, on appelle moutons de Panurge. Vous connaissez, ils sont au bord du précipice, ils tombent parce qu'ils vont tous dans la même direction. Eh bien, ça vaut le coup de comprendre justement pourquoi, que ce soit dans des marchés haussiers ou dans des marchés baissiers, on a ces phénomènes moutonniers. C'est la psychologie des foules que je vais vous montrer en quelques minutes. Au départ, c'est vrai que on a l'habitude de penser plutôt à la technologie aujourd'hui. On a une course à la vitesse et à la puissance, notamment dans les logiciels, les algos, etc. Tout ce qu'on peut utiliser, mais derrière, il y a toujours de l'humain. Ça ne sert à rien de se focaliser que sur la technologie si on ne comprend pas la psychologie derrière. Alors, psychologie, il y a deux niveaux. Il y a la psychologie vraiment au niveau de la personne, donc de l'investisseur, du trader. On parle souvent de mindset. Ça, vous l'avez vu avec Denis le mois dernier. Il va falloir travailler la discipline, avoir confiance, ça prend du temps, être patient, être régulier, être concentré et être résilient, quelles que soient les phases de marché. Pour cela, on va mettre en place des routines. On va toujours essayer d'être préparé au maximum et d'avoir des setups. Si vous avez déjà ça, normalement, vous pouvez essayer de bien vous positionner en bourse. Ça, c'est d'un point de vue personnel, donc c'est un travail qu'on fera sur soi. Mais si on veut prendre un peu plus de hauteur, entre guillemets, de comprendre finalement comment nous, particuliers, on se situe par rapport au reste, on va vraiment essayer de comprendre finalement qu'est-ce qui se passe, pourquoi on a pu, par exemple, on va prendre l'année dernière, 2021, avoir une euphorie sur les marchés boursiers et on a la photo complètement inversée, notamment depuis un mois. Là, on est au mi-juin, où on a connu des descentes et des chutes qui se succèdent. Donc, on est dans des mouvements de panique. Dès le 19e siècle, on a déjà analysé, Gustave Le Bon parlait justement des foules, en disant que ce n'était pas vraiment un agrégat d'individus et de personnalités et d'intelligence, mais vraiment une espèce d'entité qui va réfléchir, pas forcément de la façon la plus optimale, c'est-à-dire que généralement, c'est celui qui parlera le plus fort ou qui donnera la direction qui attirera l'ensemble de la foule. Alors, comme un peu les moutons qu'on voit qui tombent dans un précipice, ce n'est pas forcément dans l'intérêt du groupe. Il y a une expérience justement qui a été faite pour montrer que les individus, quand on les mettait dans certaines conditions, allaient vraiment se comporter comme des moutons. Et on va aller se mettre en mode automatique, on ne va pas réfléchir. C'est le cas là sur cette slide où c'était une expérience qui a été faite aux US, où pendant quelques semaines, on a choisi différents groupes de différentes tailles, de 10 personnes, 20, 50, 100, 200. On les a mis dans un musée avec des œuvres d'art qui étaient exposées et toutes les personnes pouvaient déambuler dans le musée comme ils souhaitaient et on a juste donné à une petite proportion de la population, à peu près 5% à chaque fois de l'ensemble des individus, une information en leur demandant non, vous allez par exemple vous déambuler dans le musée, mais en faisant un 8 ou un carré ou un cercle, peu importe. Et on s'est rendu compte dans quasiment tous les cas que le simple fait qu'il y ait des individus qui aient une direction qui leur soit imposée va attirer de façon assez naturelle l'ensemble du groupe. Et donc, on va former un 8 comme dessiné là quand on demande de faire un 8. On ne s'en rend pas compte parce qu'on est simplement une entité qui essaye de se positionner et de se mettre en mode automatique, de ne pas essayer de réfléchir finalement, on suit le mouvement de foule. Un peu comme vous, quand vous faites la queue sur une caisse, d'un seul coup, il y a une caisse qui se libère à côté, il y a une personne devant vous qui commence à partir vers la gauche, et vous avez 2 chances sur 3 que vous la suiviez en vous disant « Ah, s'il va à gauche, il se passe quelque chose ». Tous ces mouvements de foule, ça va aussi fonctionner sur les achats et les ventes de différents actifs, les actions, même les crypto-monnaies, parce que finalement,
on est des individus sociaux et on va voir ce que font nos amis, notre famille, nos connaissances, des personnes dans le milieu professionnel, personnel, peu importe. Et on va souvent essayer de mimer ce qui est fait chez les voisins. Ce qui explique qu'on va avoir ces phases finalement de cycles boursiers qui vont être haussiers et baissiers. Alors, je ne sais pas si on voit bien ma souris. Pourquoi? Parce qu'au départ, il y a des personnes qui commencent à vous parler, qui disent « Ah tiens, j'ai entendu parler de tel actif. » Alors, il est peut-être déjà investi depuis quelques mois, quelques années. Vous réfléchissez, vous n'avez pas forcément investi. Il y a de plus en plus de personnes qui vous en parlent. Vous commencez à devenir enthousiaste. Vous investissez, vous êtes excité. Ça tombe bien, ça continue de monter. L'euphorie se met en place. Vous allez peut-être même continuer d'acheter. Et c'est là où on rentre dans un cycle baissier. Un cycle baissier qui va, comme indiqué sur la slide, on va avoir plusieurs étapes jusqu'à descendre, jusqu'à la capitulation, la fameuse capitulation, le découragement, la dépression. Et c'est un cercle qui finalement se répète et qui est sans fin. La problématique pour nous, c'est justement finalement de bien comprendre que de toute façon, quand l'information vous arrive et que vous l'entendez à droite, à gauche, et que ça commence à se généraliser, comprenez bien qu'une grosse partie du moment a déjà été faite. Et c'est pour ça d'ailleurs que la majorité vont perdre. Je prends l'exemple par exemple des crypto-monnaies, puisque le phénomène a été particulièrement marquant. On a beaucoup de personnes, finalement, si je prends le cas du Bitcoin qui est monté à plus de 60 000 $, ils n'ont pas acheté à 5 000 $, ils n'ont pas acheté à 10 000 $, ils n'ont pas acheté à 15 000 $. Et c'est parce qu'à partir du moment où on est passé à 30 000, 40 000 $ que ça y est, la majorité a commencé à investir dans le Bitcoin. Malheureusement, il y a déjà une grosse partie du moment qui a été fait. Et on peut dire aujourd'hui que la majorité de ceux qui ont acheté perdent de l'argent. Le Bitcoin tourne aujourd'hui autour de 20 000, 21 000 $. À chaque fois, il y a vraiment deux sentiments qui s'opposent. Donc, c'est vraiment d'un côté le greed, c'est-à-dire l'appât du gain, et le fear, c'est vraiment la peur que les choses se passent mal. Et on va être conditionné par rapport aux personnes qui nous entourent et qui vont ressentir plus ou moins fortement les opportunités, donc le greed, ou les problèmes qu'on peut avoir. Greed, par exemple, bien entendu, c'est les bulles, et on va commencer à accepter que les arbres montent au ciel. Ça va amener la foule à commencer à tricher, à faire de la manipulation, parce qu'il y a l'intérêt de ceux, par exemple, qui savent, par exemple, qu'une société va mal, il ne faut pas communiquer là-dessus, bien entendu. On va avoir les mensonges, on va avoir des délits d'initiés, des personnes qui ont de l'information vont essayer d'en profiter, et on va avoir des phénomènes type FOMO, que je vais présenter juste après. Fear, ça, on est dans le scénario inverse. On va avoir des nouvelles qui arrivent et qui ramènent des angoisses. Ça peut être récemment, avec la Russie et l'Ukraine, on a eu peur que la Russie appuie sur le bouton rouge pour une attaque nucléaire. Ça peut être le risque justement d'une catastrophe type Fukushima. On ne savait pas ce qui allait se passer. C'est plus récemment, bien entendu, en 2020, on a eu la pandémie qui nous a marqués et on ne savait pas aussi comment on allait s'en sortir. Ça peut être aussi simplement de grosses surprises. C'est des chiffres économiques comme l'inflation récemment qui a dépassé toutes les attentes que ce qu'on pouvait imaginer durant les 2 derniers mois. Ça peut être aussi un vote, par exemple, politique comme le Brexit, on pensait que ça serait le Remain, ou l'élection américaine où Trump a été élu, et alors que tout le monde pensait que ça serait Hillary Clinton. Je rappelle qu'à ce moment-là, les marchés avaient plongé de 10% sur une journée et avaient continué de baisser pendant 2-3 jours avant de remonter et de connaître le bull market qu'on connaît. Ça peut être enfin un événement financier, un scandale tout simplement, qui arrive. Vous avez une belle société ou un secteur qui semble attractif et patatras, on a une nouvelle qui change la donne. Je citerai par exemple les maisons de retraite. Et notamment, vous aviez par exemple une valeur comme Orpea ou Corian, il y a 2 ans, on considérait que c'était des valeurs sûres et avec un rendement sans aucun souci. Donc les choses peuvent changer. Le FOMO, c'est simplement, pour ceux qui ne connaissent pas, le fear of missing out. C'est vraiment
en fait, ce n'est pas forcément un nouveau phénomène, puisque l'être humain a toujours fonctionné comme ça, puisque le fear of missing out, c'est simplement dire qu'on a la peur de ne pas prendre le train en marche, donc de ne pas finalement acheter, investir alors qu'il y a des potentiels forts. Quand il y a eu les crypto-monnaies qui ont apparu, ça s'est adressé essentiellement, en tout cas, il y a eu beaucoup de nouveaux investisseurs qui étaient plutôt jeunes. Et donc, pour eux, quand ils voient que finalement, peu importe le montant, on n'a pas forcément besoin d'avoir un gros capital, mais il y en avait certains qui avaient fait du x100 sur certaines crypto-monnaies, ils se sont dit, finalement, si je mets 500 euros, 1000 euros, et que ça fait x10, voire x100, eh bien, je vais pouvoir me constituer un vrai capital. C'était un peu le piège, avec notamment en disant, oui, mais tel influenceur m'a dit que c'était le moment d'y aller, go to the moon, c'est-à-dire simplement, de toute façon, ça ne peut que monter. Alors, c'est le côté un peu argent facile, bien entendu, et on a toujours les mêmes soucis. C'est vrai que on a la phase de hausse, mais elle n'est pas infinie. Et la phase de baisse, telle qu'on la connaît depuis 6 mois, représente vraiment ce changement de psychologie où finalement la majorité a perdu, s'est fait piéger, est rentrée trop tard et a cru avoir donc un peu de hausse pour avoir finalement que de la baisse. Les bulles, donc en bourse, c'est vraiment je dirais, le phénomène de foule par excellence, puisque justement, on voit que chaque acheteur se dit, de toute façon, tant que je ne suis pas le dernier acheteur, ça se passera bien. Mais comme on ne sait pas jusqu'où ça peut monter, une bulle, ça peut durer. Il y a bien sûr celle historique, les tulipes, par exemple, au XVIIe siècle. La bulle, déjà dans les actions, dans les années 20, on a eu quasiment des actions qui doublaient tous les 2 ans pendant quelques années, avant la fameuse crise de 29. On peut parler plus récemment, par exemple, de la bulle Ferrari, puisque à une époque, vous achetiez une Ferrari, vous pouviez la revendre avant de l'avoir reçue avec une forte plus-value, et ça a duré pendant 2-3 ans. J'en parle parce que je parlerai d'une bulle qui n'est pas encore éclatée, mais qui va bientôt éclater. Ce sera la bulle Rolex. Vous avez eu la bulle .com avec toutes ces sociétés qui valaient rien. En 2008, on a eu la bulle immobilière aux US. Notamment, on avait des appartements qui valaient rien et dont la valeur avait été multipliée par 4 ou 5 en 10 ans. On a eu également à Londres, en Islande, ça s'est un peu généralisé, des prix démentiels sur certains biens immobiliers. La plus récente qui est en train d'éclater, en tout cas sur certains titres, on sait que plus jamais elles retrouveront leur prix d'origine. Donc, c'est les bulles de certaines cryptos, même on va dire de beaucoup de cryptos. Je pense notamment à Luna qui vaut 0, au Dogecoin qui ne vaut pas grand-chose et au Shiba Inu, etc. Mais il y en a d'autres. Les bulles qui sont encore en place, mais bon, qui ne vont pas durer éternellement, bien entendu. J'avais déjà évoqué le sujet à la conférence AFAT de novembre 2020. C'est la bulle Rolex, puisqu'il y a quelques Rolex qui, en 5 ans, ont eu leur prix qui ont été multipliés par 5, voire fois 10, parce qu'il y a une espèce d'engouement et de spéculation qui se met en place. Ça ne peut pas durer. C'est comme les Ferrari. On a également la bulle sur la carte Pokémon. Certains me parlent de cartes qui ont été vendues jusqu'à 800 000 euros. Un jour, ça ne va pas durer 800 000 euros éternellement. Est-ce que ça descendra à 10 000, 5 000, 2 000? On verra, l'histoire nous en reparlera. Enfin, on a les cassettes Nintendo de la même façon qui, d'un point de vue technologique, sont complètement dépassées, mais qui ont une valeur à suivre. Elles n'ont pas encore éclaté. Les bulles, donc, qui viennent à chaque fois finalement de la psychologie des foules et d'une euphorie. Là, on a vraiment l'euphorie avant la panique. C'est un excès d'optimisme d'une part, beaucoup trop de liquidités dans le marché, on le sait. Les banques centrales et leur générosité ont amené aussi les particuliers, et pas que les particuliers d'ailleurs, les banques, les sociétés à prendre des risques, à placer leur argent. Je pense notamment à MicroStrategy qui a acheté beaucoup de Bitcoin. On a même des États comme le Salvador qui ont acheté. On avait trop de liquidités, donc il faut le dépenser. On investit un peu à droite, à gauche. Et quelquefois, il y a des mauvaises surprises. Ce sont des comportements grégaires parce que tout le monde le fait. Moi aussi, je vais le faire, je vais l'acheter.
À chaque fois, on retrouve une hausse qui, au départ, est plutôt saine pendant 2, 3, 4 ans et cette espèce d'accélération à la verticale. Donc, c'est vraiment une hausse parabolique. Et enfin, un vrai décalage entre la valeur, le prix actuel et la valeur fondamentale, si tant soit peu qu'on peut donner un prix. Mais je donne souvent l'exemple du PER de Tesla qui est monté jusqu'à 400. Oui, 400 fois, ça veut dire qu'il fallait 400 années de bénéfices pour pouvoir payer l'action de Tesla, enfin en tout cas la société. Et bon, là, on en est redescendu. Bien entendu, on avait beaucoup de signaux d'alerte. L'action depuis a perdu plus de 50%, mais ça montre bien qu'il y a eu quand même, à un moment donné, on peut laisser faire et on a des valorisations qui n'ont plus aucun sens. On pensait que c'était que dans les années 2000 qu'on aurait ça. Finalement, c'est arrivé également récemment. Ce qu'on doit retenir de tout ça, c'est que, de manière générale, la majorité perd dans la durée. Il y aura toujours qu'une petite partie de la population, en tout cas dans le temps, qui vont pouvoir capitaliser, faire augmenter leur capital. Et pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas penser comme tout le monde. Il y a une grosse différence entre suivre la tendance et copier ce que font les autres. Suivre la tendance, c'est l'analyser, voir qu'on a une tendance qui se met en place et pas rentrer quand ça fait depuis déjà 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans que ça monte. Souvent, le suivi de tendance, on considère, est mal compris. Et il y a des personnes qui disent, bah oui, mais comme la tendance est haussière, j'achète. Non, c'est parce que la tendance devient haussière que là, on achète. Je continue en disant les erreurs classiques de la majorité, c'est que on va essayer de chercher des soldes. Donc, on se dit que moins c'est cher, plus on peut accumuler. C'est une erreur parce qu'on moyenne à la baisse. Ce n'est pas la bonne stratégie. Il va falloir trouver soi-même des idées d'investissement. Alors, je pense aux différents vecteurs, etc. Alors, on peut regarder un petit ce que font les autres, mais c'est à nous-mêmes, de par notre recherche et nos décisions, de choisir vraiment les actifs, les actions qu'on souhaite investir. Et enfin, il va falloir bien comprendre les cycles et pour ça, un des meilleurs outils, c'est bien entendu la liste. Je termine donc notre présentation par ce graphe que je vous conseille de regarder. C'est les 4 stages de Stan Weinstein. Il a écrit un ouvrage qui s'appelle How to Profit in Bull and Bear Market, qui est très très bien, que je recommande, et qui explique bien vraiment ce phénomène d'accumulation, donc à la gauche du graphique. Et au début, il n'y a pas grand monde qui participe. On voit d'ailleurs que là, on a une moyenne mobile long terme. Ici, c'est la 30 semaines ou 150 jours qui commence à devenir haussière. Lui, il conseille d'acheter ici. Ça devient consensuel. Tout le monde va en acheter. Donc, il va falloir être prêt à sortir ses positions. Enfin, la distribution s'accélère durant toute la stage 4. Et on repart ou pas, d'ailleurs, après. Voilà en résumé ce que nous dit Stan Weinstein. On a vraiment cette idée. Au départ, il n'y a plus personne. Dans le stage 1, il n'y a pas de transaction. C'est pas assez de mode. Dans le stage 2, ça commence à être retrouver de l'intérêt. Donc, plus vous rentrez tôt dans le stage 2, moins vous êtes en risque, plus que vous vous mettez au début d'un nouveau cycle. Le stage 3, voilà, tout le monde est au courant. Stage 4, c'est la panique parce que la plupart ont acheté ici. Donc, à des prix très élevés. Je redonne encore, pour terminer, l'exemple du Bitcoin, où la plupart des achats ont été faits entre 40 000 et, allez, on va dire 60 000. Il y en a même qui ont acheté à 69 000. Hein. Donc, mais en tout cas, la majorité a acheté au-dessus des 40 000. Ils sont tous perdants aujourd'hui. Peu restent gagnants, sauf ceux qui ont acheté en dessous des 20 000, et ça remonte à un petit moment. Ça remonte notamment à ceux qui ont acheté pendant la crise Covid. J'en ai fini. Merci de ce résumé. Voilà, j'espère que ça a permis rapidement de voir ce qu'on a vu ensemble hier, pour ceux qui étaient présents.